Salut Valérian, bienvenue sur SaaS Makers. Salut. Alors l'idée en fait qu'on avait, c'était un peu de créer une discussion sur différents sujets en rapport avec le SaaS. L'idée c'est de pouvoir discuter de différents sujets, aussi de véhiculer nos retours d'expérience et puis de profiter de l'expérience qu'on a pu acquérir, surtout toi avec Crisp, moi avec mon SaaS Process 0 à 1, toutes ces bonnes pratiques qu'on a pu faire. Et l'idée c'est qu'un peu aujourd'hui on puisse aborder un premier sujet qui consiste à finalement comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées de SaaS et du coup aussi un petit peu toutes les bonnes pratiques et les erreurs à éviter de débutants qu'on est tous amenés à faire quand on démarre un SaaS en tant que first time founder ou même des fois pour une deuxième boîte. Parce qu'en fait, avant que par exemple moi personnellement je commence Crisp avec mon associé qui est Baptiste Jamin, tous les deux en fait quand on s'est rencontrés on avait énormément d'idées qu'on mettait sur des post-it. Donc en fait on vivait en tant qu'étudiant dans des appartements qui étaient remplis de post-it sur les murs. Et en fait finalement toutes les idées étaient bonnes à prendre. Et comment est-ce qu'on sélectionne une idée? Parce que nous en fait en tant qu'entrepreneurs, on se levait le matin, on était dans la douche, on avait des idées tous les matins. Et on les notait. Et en fait dans ce nuage d'idées, il faut identifier effectivement l'idée sur laquelle tu veux te concentrer et être bon. Et ça c'est très dur. Ouais, et surtout je pense que l'erreur à éviter, surtout au début, c'est vraiment de ne pas être focus. C'est-à-dire que ça revient en fait à... on a une ribambelle d'idées de SaaS et en fait, il y en a finalement... C'est tellement difficile déjà de faire un SaaS. Je pense que déjà, si on n'a pas 24 mois devant soi, ça me paraît compliqué de commencer à faire quelque chose de super. Donc en fait, si t'es pas focus, tu diminues tes chances en fait, de succès, mine de rien. Ouais, je pense que ce qui est important de mon point de vue, c'est de commencer par une idée qui te passionne. Ouais, c'est une bonne idée ça. Il faut que ce soit sticky en fait. Parce que je me souviens à l'époque, ma mère, assez clairvoyante, m'avait dit quelque chose qui m'a marqué en fait. J'étais en train de travailler sur Crisp au tout début, les premiers mois, et elle a regardé ce que je faisais, elle me dit bon, ce serait important que cette fois-ci en fait, tu pars pas dans tous les sens, et que tu te concentres sur une chose, parce que sinon ça va pas marcher. Et parce qu'à l'époque on était vraiment allé dans tous les sens, on faisait plein de projets, il y avait beaucoup d'énergie. Et Baptiste, mon associé, est exactement comme moi. Et de manière très clairvoyante, elle m'a dit ça. J'étais pas bête. Et effectivement, on s'est concentré 1 an sur Crisp. Au tout début, en fait, on travaillait sur le produit de manière gratuite. On prenait beaucoup de plaisir en fait à itérer sur le produit. On essayait vraiment de faire un produit qui soit agréable à utiliser. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs au début. Je sais pas. Enfin, c'est ce qui vraiment découle de notre histoire. Enfin, c'est ce qui est propre à notre histoire. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs diraient qu'il faut faire quelque chose de rapide, le mettre sur le marché rapidement, faire payer les gens rapidement et itérer. Nous, on a eu de la chance en fait. On a une condition qui est un peu particulière, c'est qu'on est arrivé sur un marché qui était déjà établi, ce qui est le support client, qui était vraiment en fait du pur live chat à l'époque. Il y avait vraiment en fait les services en fait faisaient uniquement de la bulle de discussion avec un système pour répondre en face. En fait, nous on trouvait que on était en 2015, ce qui se faisait était assez moche. On avait un gros concurrent à l'époque déjà qui était Intercom, qui faisait quelque chose de pas mal. Ouais, qui était très cher mais aussi. Les concurrents à part Intercom en fait faisaient des choses qui étaient vraiment pas jolies. Et donc on est arrivé, en fait on s'est dit ok, ça serait bien de faire quelque chose pour les petites boîtes, start-up, qui soient vraiment jolies. Parce qu'en fait à l'époque, toutes les solutions pour les business, c'était des solutions pour les business, donc elles étaient moches. Et en face de ça, on avait les consumers. Dans la vie de tous les jours, on utilisait des applications qui étaient vraiment jolies. Mais pourquoi les business n'auraient pas le droit d'avoir des applications jolies? Donc en fait, on a transvasé finalement le côté joli des applications consumer. Donc on avait à l'époque Messenger qui avait sorti son redesign, qui était très joli. On s'est vraiment inspiré de la simplicité de Messenger et qu'on a apporté dans le monde du business. Et à partir de là, on s'est développé progressivement. En fait, ce que tu veux dire, c'est que déjà, il faut faire quelque chose. C'est toujours mieux de partir d'une idée sur un truc qu'on kiffe, parce que c'est ce qui te permet déjà de tenir sur la durée. Et en plus, il y a aussi un autre point qui est important que tu n'as peut-être pas mentionné, c'est que toi, vous étiez déjà dans le chat tous les deux depuis un moment. C'est-à-dire quand vous avez commencé Crisp, vous avez déjà toi pas mal d'expérience sur ces sujets de chat, et c'est déjà une discipline qui t'intéressait depuis quasiment à la sortie du lycée. Donc ça a fait aussi que, en fait, au fur et à mesure, tu as build up un peu toute une expertise et des compétences sur ce marché-là, qui t'a permis à terme de pouvoir, on va dire, ajuster une boussole et partir dans une direction plus... avec une expérience en fait qui était quand même vachement importante dans la suite. Ouais, exactement. Je pense que ce qui est important effectivement, c'est... Bon, certains disent qu'il faut 10 ans pour devenir expert sur un sujet, je pense que c'est vrai. 10 000 heures aussi, ils disent des fois. Oui, j'avais la chance du coup d'avoir commencé à apprendre à développer à 15 ans directement dans le chat. Après j'ai un peu abandonné le chat et je suis revenu au chat avec Crisp.
Donc Baptiste, en fait, mon associé, était exactement la même chose pour l'email. Donc on était déjà tous les deux en fait dans des systèmes de communication quasi instantanés ou instantanés. Et en fait, du coup, on avait les profils parfaits pour faire une boîte comme Crisp. Donc en fait, effectivement, c'est important d'avoir un petit peu d'expérience au début. Après, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Hein. Disons que ça nous a empêché, enfin ça nous a permis d'aller plus vite et de ne pas avoir échoué et de faire Crisp en fait en échec. C'est-à-dire qu'on savait directement en fait comment gérer le truc, comment programmer le truc. On a pris les bonnes décisions dès le début, qui sont aujourd'hui des décisions. Les bonnes décisions. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je pense qu'il faut direct se lancer. En fait, il n'y a jamais de bon moment quand tu fais du SaaS. Oui. Genre, tu te lances, le plus vite tu es en mouvement, le mieux c'est, parce que c'est ce qui va te permettre justement de plus ou moins très vite voir si une idée fonctionne ou pas, ou si ça te plaît, ou tu vas lâcher très vite, tu sais pas. Donc plus tu commences, mieux c'est, parce que c'est ce qui va te permettre de pointer la boussole et d'itérer avec le feedback client qui peut t'amener dans une direction totalement différente de ce que tu avais prévu initialement. Comme moi, par exemple, au début, c'était pour faire des plugins Shopify, puis après, j'ai détecté les Shopify, puis après, finalement, c'est parti dans un outil de lead gen, et après, maintenant, une API. Et en fait, ça te permet de vraiment, plus tu vas vite, enfin, plus tu pars dans une direction, plus tu es en mouvement, plus tu as des chances, en fait, d'arriver dans un truc, quelque chose qui va être concret. Je pense qu'on a vraiment deux histoires un peu différentes sur l'expérience. Effectivement, toi, tu as beaucoup itéré sur plein d'idées. Pivoté même. Pivoté, mais parce qu'en fait, tu cherchais en fait une niche, un marché en fait bien spécifique. Dans notre cas, on est arrivé dans un marché qui était déjà établi, où en fait on arrive en tant que concurrent et on essaie de faire quelque chose qui est mieux. T'es pas un first time mover, quoi. Tu dois pas éduquer le marché. En fournissant notre différence. C'est très coûteux d'éduquer un marché. Et il y a un avantage d'être effectivement le late comer dans un marché comme nous. C'est qu'en fait tu prends ce que le marché fait, tu le modernises, tu le fais mieux, puis tu ajoutes ce qu'on dit notre magic sauce. Donc on a inventé quelques features sur Crisp qui font notre distinction, notre différence. D'ailleurs, tu sais, c'est marrant parce que tu dis que c'est très coûteux d'éduquer un marché, mais ça fait penser à une boîte qui s'appelle Phoenix. Je sais pas si tu as entendu parler. Non. En fait, Phoenix, c'est un peu c'est le concurrent de Too Good To Go. Tu sais, cette application-là qui va récupérer les stocks et qui les a vendus, tu peux payer 5 balles et tu as un panier, en fait, tu peux aller chercher dans plein de boutiques différentes. En fait, lui, c'est ce qu'il expliquait, c'est que quand ils sont arrivés sur le marché, en fait, Too Good To Go, ils avaient déjà éduqué en fait, tout ce changement de comportement où tu pouvais aller acheter dans une boulangerie les invendus à moindre coût. Et ça a été, il expliquait, c'est totalement différent en fait quand genre Too Good To Go, ça a dû être très très long en fait avant de faire créer l'usage, alors que eux ils sont arrivés en second mover et ça leur a permis de gagner énormément de temps et énormément d'argent. Donc ça c'est clair que c'est toujours mieux de partir sur une idée qui a aussi prouvé un produit market fit, parce que sinon on sait que si on arrive sur quelque chose qui va créer un nouvel usage, il va falloir investir du temps, que ce soit des fois en R&D, que ce soit en termes d'énergie, parce que ça va être long en fait. Donc ça me surprendrait pas que les Too Good To Go en fait aient levé énormément d'argent. Et en fait cet argent-là finalement a profité aux suivants, qui ont finalement un peu copié le modèle. Ouais, exactement. Donc finalement c'est un peu ce qu'on pourrait comparer à notre cas. Après, ce qui se fait par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs qui commencent à développer en fait et qui sont en gold rush dans l'AI, dans tout ce qui est le domaine de l'intelligence artificielle. C'est très exploratoire par exemple. Il y a énormément d'opportunités, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. De manière très exploratoire, il y a des opportunités. Mais il y aura aussi beaucoup d'échecs. Ouais. Et tu penses qu'il faut... parce qu'en fait, quand on regarde, mine de rien, il y a souvent des points qui vont être vraiment des gros bons en avant pour une startup. Par exemple, à partir du moment où vous avez fait le Product Hunt, pour vous, ça a quand même été un point, on va dire, d'inflexion qui a permis derrière de pouvoir on va dire, se construire très vite une base d'utilisateurs et d'itérer autour de cette base. Tu penses que ces points d'inflexion-là, en fait, du coup, il vaut mieux, quand on a une idée, en parler avec un maximum de gens. Surtout pas la garder pour soi. Oui, en fait, on a fait une erreur assez vite, c'est qu'on s'est vraiment concentré, on était dans notre bulle de confort, on s'est concentré sur le produit, et on faisait vraiment le produit dans notre coin. Et le produit, il n'était pas disponible en ligne. Et il y a un ami de Baptiste qui s'appelle Mathieu, qui nous a dit, les mecs, on lui avait donné un accès en fait, au produit qui était sous mot de passe, à Crisp. Et il a essayé Crisp, il s'est dit, c'est génial, moi je travaille dans une boîte, ils en auraient certainement besoin, donnez-moi des accès. Vous pouvez pas annuler tous les accès, enlever la protection sur Crisp et que Crisp soit public, et moi derrière je l'utilise dans ma boîte. On a dit ok d'accord, on le fait. Et le lendemain matin quand on s'est réveillé, Mathieu nous dit bon, les mecs, j'ai contacté plein de boîtes que je connaissais, ils sont tous intéressés par Crisp, ils se sont tous inscrits, ils utilisent Crisp aujourd'hui.
Ok, on a des utilisateurs. Et de manière très progressive, on ne faisait pas beaucoup de communication à l'époque. Des gens en fait se sont inscrits par le bouche à oreille. Et jusqu'à un dimanche où moi j'étais confortablement en train de travailler sur Crisp, je reçois un email genre bon, je t'ai hunté sur Product Hunt d'une personne que je ne connaissais pas, qui était au Canada. Et là en fait on a vu le compteur de visiteurs de Crisp s'affoler. Et là en fait on est complètement, de manière forcée, on nous a sorti de notre zone de confort et on devait gérer en fait un afflux d'inscriptions qui était monumental. Et en fait c'est à partir de là qu'on a compris putain il y a quelque chose. Il y a quelque chose en fait, on tient quelque chose. Et là, du coup, tu restes focus dessus. Exactement. Et tu sors de ta zone de confort aussi de polish en fait, de manière un peu trop précise parfois certaines fonctionnalités. Parce que c'est qu'on passait parfois beaucoup de temps sur des choses qui étaient finalement qui n'avaient pas beaucoup de sens en termes de succès du produit. Ouais, dans la priorisation des fonctionnalités. Exactement. Moi, j'ai une astuce sur ça. C'est que j'ai entendu un entrepreneur en parler pas mal de fois. En fait, l'idée, c'est que pour voir les fonctionnalités qui sont les plus importantes, c'est beaucoup, quand ils démarrent, en fait, ils ont une idée précise, ils vont faire beaucoup de customer interview, donc ils vont aller se débrouiller pour trouver 3-4 personnes, ou même un peu plus, qui sont pile poil dans leur cible et qui vont pouvoir leur dire si oui ou non le produit est intéressant pour eux. Très souvent, j'en ai vu plusieurs qui faisaient des sortes de maquettes sur InVision ou qui dessinaient même carrément leurs interfaces, ce qui leur permettait d'arriver avec de la matière et de voir derrière, en fait, si est-ce que tu utiliserais ça, est-ce que tu paierais pour ça. Et très souvent, c'est des mecs qui, en fait, ils avaient détecté que dans leur boîte, il y avait un truc qu'ils faisaient tout le temps à la main. Et du coup, ils se disaient, tiens, c'est marrant ça, il faut absolument qu'on l'automatise parce qu'on ne peut pas continuer à faire ça à la main. Oui. Ils l'automatisent et derrière, après, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont développé un produit qui a de la valeur, du coup, qu'ils utilisent eux-mêmes dans leur boîte. Et après, c'est là, en fait, qu'ils commencent à souvent avoir une idée pour sortir. Parce que là, on parle bien, effectivement, d'un produit B2B. En fait, il y a une notion, parce que quand on observe, effectivement, les entrepreneurs autour de nous, pour tous les personnes qui sont dans la catégorie indie-preneurs, en fait, qui sont vraiment des solo founders, qui font un produit, en fait, seul, avec peu de moyens, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir du succès sur une application, enfin, un service qui est business to business, que de faire du business to consumer. Et en fait, comme tu dis, c'est important parfois d'avoir des expériences dans d'autres entreprises pour voir en fait quels sont les problèmes de cette entreprise et d'identifier une niche où tu vas avoir la connaissance en fait tu vas avoir un secret, tu vas avoir un avantage en fait sur la plupart des gens, c'est que tu connais en fait tu as identifié un problème business que personne d'autre n'a identifié et ne peut pas identifier parce qu'ils n'ont pas travaillé en fait dans l'entreprise. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Doctolib, ils sont très costauds en sales. Et il y a plein de gens en fait qui se sont fait les dents chez Doctolib et qui derrière ils sont partis Doctolib et ont monté des produits souvent d'ailleurs très axés sales, mais qui en fait tout simplement en travaillant dans la boîte ils se sont rendus compte d'un process, ils ont une idée, ils ont fait maturer et après derrière ils sont partis dans les tranchées la développer. C'est pour ça que je pense d'ailleurs pour avoir des idées, on n'est pas obligé d'être on peut toujours être en salarié en fait pour avoir des idées. Faut pas être en mode ça y est, je dois être concentré à 100% sur trouver les idées. Au contraire en fait l'idée ça va être souvent un vécu qui fait qu'on va découvrir un problème par expérience et derrière après on va essayer de le résoudre. C'est une erreur qu'on avait, c'est un problème qu'on avait quand on était plus jeunes tous les deux, c'est qu'on faisait beaucoup de réseaux sociaux, de choses qui nous parlaient en tant que personnes plus jeunes, parce qu'on n'avait pas l'expérience en fait de l'entreprise, de métiers différents, etc. Donc en fait on ne pouvait pas en fait de base identifier les problèmes que les entreprises avaient et qu'elles pouvaient payer en fait pour résoudre. Et puis tu sous-estimes aussi beaucoup le prix. Ouais, exactement. En fait, on pensait comme des étudiants, donc en fait, on pensait de manière un peu pas chère, et donc on ne savait pas en fait mettre un prix sur des souscriptions, par exemple. Et je me souviens même à l'époque de Crisp, au tout début, pour nous, dès qu'on a lancé la souscription pro à 25 € par mois, pour nous, ça nous paraissait être un sacré montant déjà, 25 € par mois. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Parce qu'on a grandi, en fait, on voit en fait, finalement que... En vrai, tout le monde, il sous-estime leur... C'est le mec de NoCRM qui disait ça dans une interview, ça m'avait fait... Il disait qu'en fait, le pricing, c'était le truc le levier le plus puissant que tu pouvais faire pour faire grimper le chiffre d'affaires d'une boîte. Et que, en fait, tu peux y aller. La plupart des gens, ils disent, tu doubles tes pricing, en fait, tu verras bien que ça fonctionne. Et si les gens continuent à payer, c'est ce qui est arrivé. Moi, quand je suis passé de 49 à 99, j'ai vu zéro différence, en fait, en termes de taux de conversion. Donc, faut pas hésiter des fois même à faire payer les gens très tôt pour vérifier que les gens ils sont intéressés par son produit. Et derrière, après, du coup, sauf peut-être si on a un produit en self-serve et qu'on veut vérifier d'abord l'usage. Mais généralement, c'est quand même bien d'avoir un moment de voir que les gens payent en fait. Parce que ça, c'est intéressant. Du coup, tu as fait une expérience sur une semaine Non, en fait, un matin, je me suis levé et j'ai changé dans Stripe les montants. Donc, sous la douche, tu t'es dit bon, je vais essayer d'augmenter mes prix.
Ouais, je me Allons-y. disais, tiens, je pensais que les gens pouvaient payer le double. Oui. Donc j'ai testé. Et en fait, il y a eu 0% de différence dans les taux de conversion. Et tu as augmenté le prix que payaient tes clients précédents qui étaient Non. déjà acquis? En fait, c'est une bonne pratique de garder ses clients existants au tarif où lequel ils Ouais, étaient. ouais. Ça, j'ai aussi posé longtemps la question et j'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient aussi. Ils disent tous la même chose quasiment, hein, il faut les laisser, ne serait-ce que par respect pour le fait qu'ils t'aient permis d'itérer sur ton Mhm. produit. Mhm. Donc ça, tu les laisses à ce tarif-là. Par contre, tous les nouveaux, tu les mets sur la nouvelle grille tarifaire. Ok, oui, c'est intéressant. Parce que ça veut dire. Oui. En fait, tu as peur, je pense, aussi de perdre les clients passés. Je sais pas si tu as constaté en fait du churn sur les clients passés, même aujourd'hui, en fait, les clients qui sont en mode grandfather sur le plan, qui payent moins cher. Ou est-ce que ces clients-là ont peur en fait finalement de se désabonner? Non, Parce que en fait, si jamais ils se réabonnaient, ils passeraient à un prix qui était supérieur. je pense que en fait, déjà, tu auras forcément des gens qui vont se plaindre. Le fait Oui. que tu augmentes leurs tarifs comme ça, ni d'Ève ni d'Adam, d'un coup. Ouais. Donc, tu es obligé de. Ça va te demander, si tu veux vraiment faire cette stratégie-là, d'aller quasiment à la main les contacter un par un pour leur expliquer pourquoi le tarif change. Et surtout, en fait, derrière, bah. Y a pas, pour moi, il faut les laisser sur le tarif existant et passer les autres sur la grille tarifaire. Et derrière, en fait, de toute façon, tu le vois tout de suite au niveau de tes taux de conversion sur les nouveaux visiteurs qui arrivent. Hein. Tu le sens en fait. C'est la même chose, quoi. Bah, moi, ça avait rien changé. Ouais. Donc, tu vois, après, tu te dis que ça se trouve, je pourrais redoubler encore et voir si ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans ton cas, parce que tu es dans un marché qui est pas très concurrentiel, enfin, de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que tu fournis en fait un service qui est quasiment unique en fait sur le marché. Dans mon cas, en fait, ça n'a rien à voir. Bah, c'est pas unique, hein, il y a un paquet de concurrents. Hein. Il n'y a pas que de Ouais, de concurrents. toute façon, déjà, je pense qu'aujourd'hui, le concept qui revient à dire je cherche une idée où il n'y a pas de concurrence, Ouais, c'est pas forcément un bon raisonnement. c'est vrai. En général, commence avec une idée quelque part et tu verras, tu vas itérer. Et de toute façon, ça me fait penser à un truc d'ailleurs. De toute façon, au fil de ton exécution, tu vas forcément te différencier à un moment de tes concurrents parce que tu auras un truc qu'ils n'auront pas, mais tu auras toujours un socle commun. Et c'est toujours bon signe parce que ça fait un product market fit. Quand il y a plein de gens qui travaillent sur une feature, en général, c'est qu'il y a un product market fit, c'est qu'il y a un business, tu vois. Tout à fait. Je sais pas si tu as vu, j'ai regardé deux films là, il n'y a pas longtemps. C'est sur Justice League. Je sais pas si tu as vu. En fait, c'est assez ouf. C'est genre, tu as deux films. T'en as un, c'est. En gros, le film était produit par Zack Snyder, qui est un réalisateur américain. Au milieu du tournage, il perd une de ses filles qui se suicide. Et du coup, bon, il est ramassé à la petite cuillère et il dit bon, je peux pas continuer le film. Donc en fait, il y a une autre personne qui prend le relais et qui va faire Justice League et qui va sortir en 2017 le film. Le film, il fait un bide, il est pas bon. Et donc du coup, je l'ai regardé. Il est pas bon du tout. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'en 2021, HBO, ils sortent leur plateforme HBO Max, Oui. c'est dans la guerre des streaming là. Et en fait, pour faire de la pub, ils vont demander à Zack Snyder de faire la Snyder Cut, qui est en fait, il va reprendre tous les rushs et il va refaire le film. Et du coup, j'ai regardé. Et donc, le premier film dure 2 heures, le deuxième, il dure 4 heures. Et j'ai regardé le deuxième, et genre, c'est impressionnant parce qu'ils ont eu avec ce même rush. Hein. Le niveau de qualité au-dessus, on est quasiment à 3 ou 4 clics d'écart en fait. C'est vraiment, je sais pas, t'en as un, il est à 5 sur 10 et l'autre, il est au moins à 8. Donc, et tu te dis que. C'est un remake. C'est Donc, en fait, la même histoire. Il y a cette forme de concurrence où tu veux en fait. En Tu veux fait, faire un level au-dessus parce que tu as déjà un par peu son exécution, son talent, ouais. tu vois. En fait, c'est la même chose dans les startups. C'est-à-dire Ouais, que ouais. tu peux avoir deux mêmes idées, partir au même moment, mais en fait, il y en a forcément un qui va faire un truc 100 fois mieux parce que l'exécution va être différente en fait. Et il y a une chose aussi, nous en fait, c'est ça, on a la concurrence, on sent la concurrence par palier et c'est important d'avoir des concurrents parce qu'en fait, c'est eux qui vont te motiver en fait à te dépasser parce qu'on voit en fait parfois il y a des moments, des années en fait, ou des mois, ou des périodes de stagnation. Parce qu'en fait, le marché il est comme ça, les features elles sont comme ça. En fait, nous on a fait tout ce qu'il fallait en fait pour être au niveau du marché, mais on n'a pas forcément la motivation d'aller plus loin. Et parfois, c'est un concurrent qui va sortir effectivement une feature ou qui va refaire un design, qui va évoluer. Et en fait, tu as des concurrents comme ça qui drivent le marché et en fait, de manière progressive comme ça, tu vois, on fait ça. Et en fait, c'est extrêmement motivant en tant qu'entrepreneur. Ça dépend effectivement de ce qu'on cherche. C'est genre, si moi, par exemple, j'aime bien en fait faire mon travail, faire du design, améliorer mon produit, c'est génial en fait, ça. Parce qu'en fait, du coup, ça va me garder motivé en fait au jour au jour. Si tu es juste là et que tu veux faire un business lifestyle et que tu vas être tranquille au bord de la piscine, faire ton produit, ça fait du cash, et que tu es constamment stimulé par tes concurrents, bah, ça va pas être marrant, quoi. Ouais, et surtout, c'est même des fois il y a même des ruptures de marché, hein, comme l'AI, tu vois, où il y a des choses en fait qui n'étaient pas possibles de faire il y a 2-3 ans, et aujourd'hui tu te rends compte que en fait, il suffit juste de plugger maintenant quelques librairies, de passer vraiment quelques mois à bien travailler dessus, et derrière tu as
ça ouvre les champs à tout un tas de marchés. D'ailleurs, même pour trouver des idées, il faut être très attentif, en fait, très observateur, parce que là, enfin, l'AI, il a sorti une ribambelle de produits que des jeunes peuvent faire maintenant. Il s'est passé quelque chose de très intéressant. Nous, ça nous concerne énormément sur du support client, parce qu'en fait, on est clairement la première fonction qui est affectée par l'AI. Parce que le support client, c'est du texte, chat, conversationnel. Et en fait, tout ce qu'on a vu avec ChatGPT, typiquement, GPT, c'est de la génération de texte qui se prête très bien en fait dans des réponses en mode question-réponse, question-réponse. Donc support client, c'est le premier truc qui va être révolutionné. Et donc là, en fait, on travaille, on a vu ça comme une opportunité, donc on a notre produit de CRISP de base, et on a vu ça comme une opportunité en fait de développer un produit on the top qui va sortir prochainement et qui va nous permettre d'intégrer plein de features d'AI dans CRISP. Et en fait, ça nous a complètement motivés en fait, à sortir de notre zone de confort pour implémenter ces fonctionnalités-là AI, parce qu'en fait, on sait très bien que les concurrents vont le faire, et il faut qu'on reste d'actualité sur le marché. Parce qu'en fait, comme je te disais, il y a des moments où tu stagnes, où tu es là, genre tu as fait tout ce que tu voulais, tu es au top dans ton produit, la machine a fait de l'argent. Tu peux jamais être au top de ton produit. Tu peux jamais être au top, mais ce qui importe, c'est dur de maintenir un produit au jour le jour. Parce que là, à CRISP, on est déjà à la version... Tu t'arrêtes pendant 2 ans et t'es plus au top. Exactement. Mais c'est dur, parce que là, à CRISP, on est déjà à la version... en soit la version 3.5. En fait, ça veut dire qu'on a fait 3 itérations majeures sur les applications CRISP. À chaque fois, entre chaque itération, il y avait quoi? Il y avait 2-3 ans. C'était beaucoup de travail. Des changements de framework aussi. Changements de framework. En fait, à chaque fois, tu as l'impression de refaire la même chose constamment. Et en fait, ces sortes de modifications dans le marché, elles sont importantes pour nous, parce qu'en fait, les paradigmes changent. Du coup, les technologies que tu apprends, elles changent. Tu fais des choses, en fait, l'AI, tu vois, en fait, moi, j'y connaissais rien il y a quelques mois. C'est comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est passionnant. Ouais. D'ailleurs, par exemple, là, il y a un produit qui est sorti qui s'appelle Rewind. Je sais pas si tu as vu sur. Non. On me l'a envoyé sur Product Hunt, et visiblement, le mec sur Twitter, il a dit qu'il était passé de 0 à 700 000 de MRR en l'espace de 3-4 mois. Même pas. C'est quand même beaucoup. Ça fait comment 700 000 de ARR, pas de ARR, ouais. Donc ça fait. Parce que 700 000 de MRR. Non, 700 000 de ARR en l'espace de 3-4 mois. Et il a montré ses courbes. C'est là que tu vois en fait que quand tu es observateur, tu peux des fois trouver des opportunités de marché, d'où aussi d'être patient et de cultiver. En fait, moi, le conseil que je donnerais pour trouver les idées, c'est de faire un truc que tu kiffes, se dire, ok, est-ce que je vais pouvoir passer 10 ans de ma vie dessus parce que la mission elle est forte et parce que le produit m'intéresse et c'est un truc qui me tient à cœur. Est-ce que c'est une force aussi pour moi de travailler sur ce produit-là? C'est-à-dire que je sais qu'il y a des contre-exemples, mais par exemple, quelqu'un qui n'est pas super fort en tech, faire du SaaS, il y a un exemple qui est génial, ça c'est le mec de Freebie. C'est un outil pour les freelances, sorte de, on va dire, ça gère toute ta comptabilité freelance, etc. Donc ça coûte pour 10 ou 20 euros par mois et ça te gère toute ta compta, etc. Donc ça te fait gagner du temps. Et le mec, il sait pas coder. Il est très très bon par contre en tout ce qui est expérience. C'est un designer en fait qui bossait pour Peugeot, je crois, ou Renault, je sais plus. Et il faisait de l'UX. Donc en fait, il avait des freelances qui l'aidaient là-dessus. En fait, il a eu un freelance qui l'avait beaucoup aidé pour itérer sur ce produit-là. Et lui-même était freelance aussi. Et en fait, ils ont construit un produit pour eux. Mais lui, il savait pas coder. Mais même comme le freelance, il bossait aussi dessus. En fait, le fait de créer un produit pour soi, ça a été un énorme avantage pour lui pour partir dans une bonne direction. Exactement. Et ça, je pense que c'est aussi clé de se poser la question, est-ce que c'est un produit que je me vois utiliser, qui est pour moi? Parce que quand on part sur un produit où on n'est pas la cible, ça complexifie quand même vachement l'exécution. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir de l'empathie de fou, se mettre dans la tête du mec et se dire... C'est très dur. Et tu vas pas te lever le matin en étant sous la douche, en te disant, genre, ça serait cool d'avoir cette fonctionnalité-là, quoi. C'est que dans mon cas, je suis vachement plus motivé de travailler sur même des side projects. Qui pourraient être en fait un jour. C'est pour ça que les side projects sont quand même importants dans la vie en général, même si tu travailles sur ta boîte, tu vois, au quotidien. Parce que c'est ce qui te permet d'identifier aussi des nouvelles opportunités. Par exemple, je suis assez intéressé par tout ce qui est la maison connectée, les objets connectés. Et donc chez moi, en fait, j'ai plein de plantes, là, comme on peut voir ici, là, c'est chez moi. Il y a un sujet d'arrosage des plantes automatiques quand je ne suis pas chez moi. En fait, il y a encore tout à inventer en termes d'objets connectés pour l'arrosage automatique. Et ça, en fait, dès que j'ai un peu de temps, j'ai une imprimante 3D, je vais essayer de me faire une pompe connectée qui permet de faire l'arrosage automatique. Et en fait, potentiellement, si je n'avais pas CRISP, ça pourrait, en fait, je réponds à mon propre problème. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le dog fooding. Je mange ma propre nourriture. Mais après, je peux le mettre sur le marché, quoi, sans souci. Ouais, et c'est exactement ce qu'on a fait sur CRISP. Ouais, c'est ça. Construire un produit pour soi, ça te simplifie vachement la mise. Oui. Et d'ailleurs, en écoutant SaaS Club, quand j'étais en Tunisie, j'ai écouté une masse d'interviews. À chaque fois, je me rendais compte qu'il y avait, la plupart du temps, c'était soit un produit qui faisait économiser du temps à quelqu'un, soit c'est un produit qui leur faisait gagner de l'argent, tu vois.
Et après, tu as des produits qui se plaçaient dans les deux T, tu vois, c'est genre temps et thune. Et quand tu te plaçais généralement, tu sais que tu n'es pas un nice to have quand tu fais soit économiser du temps à ton client, soit quand tu lui fais gagner de l'argent. Quand tu arrives à te passer dans l'un ou l'autre, tu sais que tu es dans quelque chose qui, en général, tu peux le monétiser, quoi. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très vrai aussi, c'est Elon Musk qui disait ça. Ce qui est important en fait pour avoir du succès avec le client, c'est genre tu fais quelque chose genre 10 fois meilleur et 10 fois moins cher. Enfin, le 10 fois moins cher, il l'a pas dit. C'est super dur au début à faire ça. Mais au moins tu le fais 10 fois meilleur. C'est super dur à le faire au début, donc en fait tout ce que tu peux faire au début, dans notre cas, c'est de le faire 10 fois moins cher, au même niveau de qualité. Les gens ils viennent. Et après en fait dans le temps tu peux le faire 10 fois meilleur, peut-être pas 10 fois moins cher, mais tu peux le faire 10 fois meilleur. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses des stratégies un peu genre à la fake it until you make it, où tu vas plus ou moins promettre quelque chose où le niveau de qualité actuel tu l'as pas, tu vois. Alors, faut faire attention à ça en fait. Tu peux le faire si tu sais que c'est une fonctionnalité, par exemple, typiquement, si tu fake it till you make it, en fait, une fonctionnalité, bah, tu vas la vendre en avance de phase à tes clients, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Genre, c'est qu'est-ce que tu fake, typiquement? Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir fake it till you make it des fonctionnalités sur Crisp. En revanche, on a clairement vendu en avance des fonctionnalités en fait aux clients Crisp, qui ont malheureusement mis beaucoup de temps en fait à sortir. Je pense que tu t'en souviens. Et ça pose des problèmes en fait parce que tu mets des expectations sur tes clients qui achètent la solution parce qu'ils se disent genre ok dans 3-6 mois en fait j'ai la fonctionnalité. En fait on a mis 1 an à la sortir. Sur le plugin Shopify par exemple. Exactement. Ouais. Et donc il faut faire très attention au fake it till you make it. En fait tu peux le faire si tu sais que tu peux délivrer en fait très rapidement en face. Ça peut t'aider effectivement. Sur Crisp on n'a pas fait de fake it till you make it. Sur d'autres projets j'ai fait du fake it till you make it. Ça a fonctionné mais ça a fonctionné parce que j'ai réussi à délivrer derrière. C'était des projets de hardware. Je pense d'ailleurs qu'il y a en fait, de toute façon, on en revient toujours au fait de rester focus. Et moi, par exemple, il y a une erreur que j'ai fait, j'en suis aperçu il y a 2 semaines. Genre, en fait, il faut absolument se concentrer sur une idée, enfin une proposition de valeur, tu vois. Tu fais un truc comme tu dis, en fait. Si tu veux faire un truc comme il dit Musk, genre 10 fois meilleur, 10 fois moins cher, t'en fais pas 3, hein. T'en fais déjà un, c'est super dur. Donc tu fais un truc, tu te concentres là-dessus, tu te spécialises là-dessus, tu le fais super bien. Derrière, après, tu te concentres sur un ICP. Genre, cette proposition de valeur-là, elle va être axée sur un ICP et pas sur 2. Parce que moi, le problème, c'est que par exemple, j'avais 2 ICP sur qui utilisaient mon produit et ça m'a complètement défocus. J'ai l'impression d'être schizophrène des fois parce qu'en fait, j'avais à la fois des agences de sales et à la fois des SaaS. Ils avaient totalement pas les mêmes besoins. T'en as un qui va avoir beaucoup plus besoin de se connecter à l'API, l'autre qui va avoir beaucoup plus besoin de récupérer des listes de leads, etc. Oui. Les taux de churn sont différents. Donc en fait, il faut très vite se concentrer sur un ICP, une proposition de valeur, et l'autre truc, je pense, c'est un canal, genre un canal d'acquisition. Genre, si tu es ultra solide dans un canal d'acquisition, c'est déjà super, concentre-toi là-dessus, parce qu'en fait, derrière, avec ce triptyque-là, tu peux commencer à faire des choses intéressantes. Il y a quelque chose en fait que tu as fait qui a vraiment changé toi ton business. C'est à la base en fait, tu avais vraiment de la génération de data sur un dashboard. C'était très compliqué à ce que je comprends à construire, puisqu'en fait tu es vraiment sur un produit visuel, beaucoup de maintenance, avec des personnes qui churnent assez vite, parce qu'en fait elles génèrent la data et elles partent. Ouais, et surtout il y a trop de features. Ouais. Sur le founder, c'est trop dur. Ouais. Ça aussi, il faut avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses. Exactement. Moi, quand tu es solo founder, tu dois être encore plus focus que les autres. T'as pas le choix. Et depuis que tu as fait la transition en mode API, donc là en fait tu as des développeurs qui se pluguent à ta plateforme. À ce que je comprends, enfin de mon expérience à faire des API versus des produits, il n'y a plus de churn parce que les développeurs en fait qui t'intègrent en fait ils t'intègrent pour créer une dépendance avec ton produit, donc ils vont pas supprimer ton API du jour au lendemain de leur plateforme. Et de deux, c'est beaucoup plus agréable pour un développeur à maintenir. Et puis je suis plus facile aussi. Et en plus, je transforme le produit parce que je suis plus la cible. Exactement. Donc ça me simplifie l'exécution. Et ça, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il faut toujours être en mouvement. L'important, c'est d'avoir une idée, de partir dessus, même si elle n'est pas bonne, c'est pas grave en fait. Parce que, genre, moi, par exemple, il m'a fallu 2 pivots avant de trouver ce dans quoi je vais pouvoir maintenant me concentrer. Parce que si t'es pas en mouvement, tu vas pas créer tout ce feedback utilisateur et surtout toutes ces périodes d'observation. Parce que moi, je me suis rendu compte que très vite dans le SaaS, le plus important, c'est le churn. Parce que quand t'as des mecs qui payent 2 mois et qui se barrent, en fait, t'es toujours en train de ramer, tu vois. Alors ça, c'est un passage qui est obligatoire dans chaque boîte. Quand tu démarres, t'as toujours des mecs qui vont se désabonner au bout d'un moment. Mais il y a un moment en fait où tu te dis putain, mais là celui-là, tu vois, il s'est jamais désabonné. Tu vois, ces 3-là, ils sont jamais désabonnés. Pourquoi? Là, tu varies la data et tu comprends en fait. Et peut-être que là, c'est là où tu commences à faire un focus vers un truc, une direction que t'avais jamais pensé au début, tu vois. Ce que tu dis, ça me fait penser en fait à notre histoire sur Crisp. À la base, Crisp, on avait un plan gratuit, toujours aujourd'hui. Mais à la base, en fait, on avait uniquement un plan gratuit. On n'avait pas de plan payant. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On pensait qu'on prenait en fait, on admettait en fait que toutes les features que nous demandaient en fait les utilisateurs du plan gratuit, en fait, allaient un jour nous amener en fait des utilisateurs payants.
Et en fait, c'était faux, il fallait pas faire ça. Le profil de client en fait, qui prend du gratuit et qui n'achète que du gratuit ont des besoins en fait, qui ne reflètent pas du tout les besoins en fait, des utilisateurs qui vont potentiellement payer sur ton produit. Et ça, quand on fait un SaaS, de mon expérience, en fait, qu'on commence gratuit parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des utilisateurs et puis après tu passes sur un modèle freemium. Il y a un moment, il faut arrêter d'écouter les personnes en fait, celles qui sont abonnées à ton plan gratuit pour les demandes de features. Et il faut commencer à écouter les personnes qui payent. Et déjà regarder ce que font les concurrents, essayer de faire la même chose. Ça va amener des personnes naturellement en trafic qui vont chercher en fait, des équivalents des concurrents payants. Et ensuite commencer à écouter ces personnes-là. Et de plus en plus selon les catégories de clients, parce qu'en fait tu as aussi différents niveaux de prix. Et effectivement, les personnes plus enterprise, les gros business, ils vont pas avoir le même besoin de features que les startups, les petites boîtes, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ce biais-là, en fait, ne pas trop écouter les utilisateurs gratuits. En fait, je pense que... Très exigeant aussi, les utilisateurs gratuits par ailleurs. Ouais, en fait, il y a le bouquin là, From Impossible to Inevitable, où il y a un chapitre entier sur le fait de... En fait, au début, tu te construis avec ce qu'ils appellent les small deals, c'est-à-dire du SMB, tu vois. Et en fait, tous ces gens-là, c'est ce qui va te permettre d'itérer. Parce qu'en fait, il y a un moment où quand tu vas aller chercher le panier au-dessus, genre le niveau au-dessus, si t'as pas des sales avec toi, si t'as pas les process tous les trucs qui vont te demander au support, genre est-ce que les régulations, j'en sais rien, tous les normes qu'il peut y avoir sur tout un tas de sujets, tout facteur, etc. En fait, quand tu veux passer au panier suivant, il te faut généralement du cash pour pouvoir avoir à la fois en force de vente, en account exécutif, enfin les account managers, plus derrière tous les fonctionnalités produits qu'il va falloir dev. Exactement. En fait, tu te construis avec les small deals, s'il n'y a pas de souci. Et après, derrière, si jamais tu veux pouvoir vraiment commencer à faire de l'enterprise, en fait, tu peux quand même y arriver progressivement, en fait, et tout en se concentrant au début sur le bas du panier, quoi. Oui. Il y a aussi un autre truc qui est assez important, je pense. Alors, c'est qu'en fait, mine de rien, quand tu baignes dans un écosystème, c'est beaucoup plus facile d'avoir des idées et de démarrer quelque chose. Je prends l'exemple, par exemple, mine de rien, à Paris, il y avait quand même beaucoup il y avait tout un entre l'écosystème de famille, même de Station F, etc. Tu baignes dans un écosystème où tu peux, du coup, commencer à avoir des idées, développer avec des gens, etc. Souvent, tu peux avoir des associations de personnes qui vont t'amener sur une idée et derrière la développer. Même le wagon, il y a je sais pas combien de boîtes qui se sont créées, en fait, parce que il y avait deux types qui faisaient... D'ailleurs, c'est une très très bonne... je pensais pas qu'il y avait autant de mecs qui ont fait le wagon, qui ont monté des boîtes de ouf derrière. Genre, t'as vraiment des types qui ont fait des sacrées boîtes. Et, tu as des exemples? Ouais, il faudrait que je trouve dans mes notes, mais... le mec de Hublot, par exemple, ouais. c'est une boîte, une grosse boîte. En fait, ils ont... l'idée de leur produit, leur MVP, elle est venue au wagon. Et en fait, derrière, après, ils ont continué à itérer après le wagon. Et je crois qu'ils ont même eu un startup week-end juste après, derrière. Et ils ont commencé à avancer. Hublot, c'est un truc qui est dans les hôpitaux. En plus, ils ont développé ça juste avant le Covid. C'est une histoire assez fascinante. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que pour avoir l'idée aussi, il faut vraiment au maximum pas trop s'isoler. Plus quand tu baignes dans les écosystèmes, c'est... en tout cas, c'est important. Les écosystèmes sont importants pour rester motivé parce que tu as l'émulation en fait, humaine, où tu as des gens qui sont comme toi, qui ont des problèmes un peu similaires. Quand tu es tout seul dans ton coin, ça va pendant 1 mois, 2 mois. Mais il y a un moment en fait où, sans les écosystèmes, sans des contacts qui font la même chose que toi, avec qui tu peux parler de tes problèmes, franchement, tu te fatigues et tu te sens pas compris. Donc effectivement, c'est important de rejoindre des communautés, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. Ouais, même les Discord. Ouais. Beaucoup de communautés en ligne depuis le Covid, en effet, les Discord. Franchement, j'en sais rien. Tu peux peut-être trouver des Reddit. D'ailleurs, ouais. Nous, on en a un Discord SaaS Makers. Ouais. Pour l'instant, il est encore privé, donc il faut nous ajouter sur LinkedIn pour qu'on vous ajoute dedans si vous avez un SaaS. Mais effectivement, toutes ces communautés-là, c'est de l'or en barre pour déjà pour rester motivé, ouais. Surtout pour rencontrer des gens. Je pense que tu vois, on a bougé à Nantes. C'est vrai que ça me fait penser à un petit peu genre Denis de Drop Contact. Lui, il avait très très bien compris que la force du réseau, et il était tout le temps genre à coup d'état, il était là tout le temps. Les meet-up, après Station F, moi je suis parti, mais il était aussi genre le mec qu'on allait voir pour des conseils. Et en fait, mine de rien, il donne de la valeur aux gens, tu vois. Mais en même temps, le fait de baigner à fond dans un milieu où il y a plein de connaissances qui lui arrivent, pour lui en fait c'est complètement bénéf, et c'est ce qui lui permet derrière de tout le temps à la fois de closer des nouveaux clients et développer du bouche à oreille, mais surtout aussi de toujours s'assurer que son produit résout un besoin. Il a trouvé des clients directement dans sa communauté? Alors au début, en fait, il a mis longtemps à développer son produit. C'est assez... D'ailleurs, c'est un exemple de résilience, parce que on fera sûrement un épisode sur comment financer son SaaS. Et il y a plein d'exemples, on pourrait même l'inviter. Parce qu'en fait, ça a été très long en fait, à démarrer le produit.
Je crois qu'il a mis quasiment il a mis plus de 2 ans vu que il s'était aussi financé avec Pôle emploi. Et il a beaucoup de son argent personnel aussi. Enfin, il a fait des prêts à consommation. Enfin, il a fait plein de trucs assez qu'il ne recommanderait pas. Et derrière, ça lui a permis en fait d'avoir le temps pour développer son produit et progressivement le mettre dans les mains d'utilisateurs. Et après, derrière, de commencer à faire de l'argent et que ça, c'est vrai qu'on a une chance en France qui est vraiment Pôle emploi sur ça. Enfin, le chômage. C'est quelque chose en fait qui est unique dans le monde, hein, quand tu regardes autour de toi, les pays dans le monde. C'est une chance qu'il faut exploiter parce qu'en fait, quand tu vas regarder par exemple les Britanniques typiquement, je connais des personnes effectivement qui vivaient en Grande-Bretagne qui ont commencé des business. Bah, en fait, en vivant là-bas, ils travaillaient la journée sur leur business et le soir en freelance pour un autre client, ou l'inverse, ils gardaient un emploi et ils travaillaient le soir sur leur business. Et les mecs, en fait, ils travaillaient en fait tout le temps, quoi. Toi, tu recommanderais de faire ça, de monter sa boîte en faisant du freelance sur le côté? Le freelance peut dépanner, que ce soit moi ou Baptiste, on en a fait au début de Crisp, mais c'est quelque chose qu'on a évité en fait à tout prix. En fait, on l'a fait quand il y avait des besoins de cash. C'est vraiment dur, enfin, il faut gérer les deux à la fois. Donc ce qu'on faisait généralement, c'était du freelance sur vraiment du chat, dans des choses qui étaient équivalentes, comme ça on restait dans le processus mental qui était le même. Parce qu'il faut vraiment éviter les changements de contexte pour ton cerveau. C'est un peu bête, hein, mais admettons que je vais me faire du WordPress pour un client. Et que de l'autre côté, je suis en train de développer Crisp, que c'est du Node.js, que c'est du Go, d'autres langages de programmation. Mon cerveau, il est perdu en fait. Et tu fais ça la même journée, c'est pas possible. Et surtout en plus qu'on pense que vas-y, en fait, c'est juste 2 heures ou 3 heures ou 4 heures que j'ai passé sur mon truc, et puis après j'enchaîne derrière. Mais en fait, c'est pas genre, t'es fatigué derrière quand tu réenchaînes sur le sujet. Tu vas être moins productif. Parfois, le client il t'appelle en pleine journée, toi tu es en train de travailler sur ta boîte, le client t'appelle, là j'ai une urgence, il y a un problème dans le code que tu m'as fait, corrige-le là tout de suite, tu vois. Et je pense en plus que d'ailleurs, il faut toujours partir de ce constat-là. Ça, c'est une erreur de débutant. C'est que l'idée qu'on a, on pense qu'on va pouvoir la développer en genre, je sais pas, en 1 an, tu vois. Même des fois, certains ils sont ambitieux, ils pensent en 6 mois, ils vont faire un truc, et en fait, genre 18 mois plus tard, c'est à peine si tu l'as mis dans les mains de tes clients, tu vois. Alors je pense que c'est un état d'esprit qui est important à avoir. C'est en fait penser que tu peux shipper bien plus vite que la réalité. Parce qu'en fait du coup, quand tu vois en fait que tu travailles au maximum de tes capacités pour faire ça, quoi. En fait, tu te mets des contraintes qui sont vraiment très fortes. Tu vas jamais les atteindre, mais c'est pas grave en fait. Mais en tout cas, ça fait une sorte de... T'as une deadline en fait dans ta tête. Tu essaies de l'atteindre, tu ne l'atteindras pas. Et tu le sais un peu tu t'en rends compte de façon t'es tapé par la réalité. Parfois tu le sais pas, parfois t'es juste trop ambitieux. Surtout quand t'es plus jeune avec moins d'expérience, t'as l'impression que tes capacités... Tu peux te défocus beaucoup plus facilement aussi. Hein. Ouais. Et tu vois, par exemple, le truc, c'est pour ça en fait que je parlais de ça, c'est parce que c'est un jeu de cash. C'est-à-dire que c'est 6 à 8 mois supplémentaires que tu n'avais pas planifié, ça te coûte du cash quand même, tu vois. Et c'est là en fait où tu peux rentrer dans des situations un peu merdiques où en fait, à un moment, tu n'as plus de sous et tu vas devoir aller chercher de l'argent à gauche, à droite. Et ça, pour moi, en fait, juste pour parler de ce sujet, je pense qu'il faut absolument éviter ça. Des fois, tu n'as pas le choix, mais faut prendre le chômage, parce que déjà, c'est souvent 24 mois où tu vas pouvoir te concentrer juste sur ton problème, et c'est jamais beaucoup 24 mois, donc tu peux te concentrer à fond là-dessus, et derrière, ça te retarde en fait le temps où tu vas devoir, parce que tu as plus de sous. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre problème que j'ai vu chez beaucoup de gens, et dont je fais partie, c'est quand tu arrives à la fin, tu as un peu la toque du salariat qui vient te taper à la porte. Ah, finalement, tu serais plus heureux en salariat, tu vois. Ah oui, tu penses que même ça a affecté ton bonheur en fait, le fait d'être... Franchement, comme dit, je sais plus, Coluche, je crois qu'il disait que avoir des problèmes d'argent, ça fatigue ou je sais plus quoi. Et genre, c'est vrai que ça fatigue. L'insécurité, quoi. Ah, dans la tête, mec, quand tu es en train toujours tu vois, quand il te reste 3 000 euros ou 4 000 euros sur le compte et que tu sais que tu vas, dans 2 mois, t'es pas en ramène profitable, putain, mec, ça fatigue. C'est une force absolument inouïe parce que il me semble que c'est le moment justement où tu as un peu remodifié ton business et que tu as commencé à faire la partie API de ton business. Faire plus non, j'avais été déjà ramène profitable avant que je fasse ça. Déjà, moi, il m'a fallu quasiment 16 mois avant de dépasser 1 000 euros de MRR. Au moment où j'ai eu l'idée et au moment où j'ai fait 1 000 euros de MRR, ça m'a pris 16 mois. Mathieu, par exemple, d'Anilit, ça lui avait pris à peu près ça aussi. Je crois, et donc, en fait, ça paraît beaucoup 16 mois, mais mine de rien, en fait, quand tu pars de l'idée et tout ce que tu as à faire, surtout qu'en fait, le SaaS, c'est un truc où... C'est pas genre tu fais pas genre un Shopify et ça y est, c'est bon. Genre, il y a un moment où tu as un produit à faire, etc. Ça prend du temps. Tu pars dans une direction, c'est pas la bonne, donc tu perds 6 mois là, 6 mois là. Donc, moi, il m'a fallu ça. Après, derrière, il faut se rendre compte aussi que dans le SaaS, tu as des paliers. C'est-à-dire que j'ai des moments où ça montait très vite. Ça stagnait, ça remontait très vite, ça stagnait. Les cycles de marché ou c'est des paliers liés à ton. Non, c'est des paliers. Que tu as saturé une base client et que du coup, tu dois aller chercher la prochaine. En fait, non, non, parce que quand tu satures une base client, tu es quand même riche. Hein. Non, en fait, je pense que c'est.
Tu peux avoir des fois un bouche-oreille qui se crée quelque part, parce que tu as un Ouais. client qui va parler très vite de toi et ça te ramène très vite 4-5 clients dans le mois. D'où l'importance aussi. Je pense dans le SaaS, c'est quand même bien d'être plus de 2. Ouais. 2-3, c'est bien. Et surtout avec idéalement aussi un mec qui va être dans le sales. Parce que la difficulté, moi, que j'ai retenue, c'est que faire le produit et le marketing, putain, ça te demande une discipline Ouais, de parce ouf. que toi, tu es plus un développeur finalement et tu te lèves le matin, tu as plus envie de faire du code que Il du y a ça marketing. aussi, et ça te demande une discipline de malade en fait, parce que comme tu dis, là ton cerveau il switch. Ouais. Donc en fait, quand tu es en train de faire du produit, c'était pas en train de faire du marketing. Et là, du coup, tu vois, cette discipline, c'est un combat de tous les jours, hein, Ouais, même tout à encore fait. aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, l'idéal, c'est genre. Tu sais, il y a une histoire assez ouf sur ça. Ouais. C'est le mec de Penny Lane. Mhm. Les mecs de Penny Lane, ils sont 7. Très bon produit d'ailleurs. Ils sont Ils sont sept. 7. Là mec. aujourd'hui. Non, ils étaient 7 cofondateurs. Ah, cofondateur. Ouais, Parce que le c'est le énorme. produit est incroyable. Ouais, ils sont pas que 7, non, non. Ouais, Ils ça ont- m'aurait ça m'aurait surpris que... En fait, c'est des mecs qui avaient vendu leur boîte à Booking et ils sont allés bosser avec Booking pendant 2 ans. Et le truc, c'est que, genre, quand ils ont voulu faire un produit après, ils sont partis sur ce sujet-là et voulaient vraiment faire un truc fat dès le début, tu vois. Ouais. Aussi, c'est toujours bien de savoir, en fait, aussi au début, là où tu vas aller. Et eux, ils voulaient faire un truc fat. Et donc, ils sont mis à 7. Ils ont su qu'ils sont très vite levé de l'argent, etc. Notamment parce qu'ils avaient en plus un track record. Donc, et ce qu'ils disaient, les mecs, c'est qu'en fait, quand t'es 7, t'as des comportements bien isolés, tu vois. Et chacun est responsable d'un sujet, chacun a le dernier mot sur son sujet, mais genre, Ouais. ils travaillent, chacun, c'est bien délimité. Ce qui fait qu'en fait, si t'en as un qui fait de la merde, ça se voit tout de suite. Ouais. Et ça, je pense que quand t'es plusieurs dans une boîte, et si t'as un qui est très responsable du sales, un peu à la Eva Boot, tu vois, genre il y en a un, il est responsable du sales, et l'autre, il est responsable que du produit. C'est bien distinct, et ça m'étonne pas qu'en fait qu'il pète comme ça. Ouais, parce c'est que... l'extrême ownership, quoi. Ouais, et surtout le cerveau il switch pas. Ouais, ouais. Genre quand Robin il est en train de faire le produit chez Eva Ouais. Boot, bah l'autre il est en train de faire le sales, Ouais, tu tout à vois. fait. À ma vision, en fait, moi j'étais deux, hein, donc, enfin on était deux au début, donc en fait on avait vraiment cette... Pour éviter ce problème de context switch en fait, du cerveau, en même temps c'est un peu dur de parler, enfin on avait la chance d'être dans du logiciel, donc de pouvoir en fait faire ce que moi j'appelle vraiment des batchs, des context switch, enfin en fait on faisait des batchs, c'est-à-dire que là, ce mois-ci j'ai une fonctionnalité à coder, je fais que ça, je gère plus rien d'autre, Ouais. je fais que ça. Le mois suivant je la release, C'est ce que je fais il aussi. n'y a plus de big bug fix, le truc il est sorti, genre il est testé, il n'y a pas de bug, il y a des bugs, hein, mais je priorise. Je passe en fait au mois suivant sur un autre batch. Et ça, mec, t'es une machine en fait quand tu fais ça. C'est marrant parce que moi je sais exactement ce que je fais aussi et ça me fait penser, t'as dit Batch. Batch ils ont... C'est tu sais la startup Batch. Oui, oui. En fait, c'est assez marrant comment ils ont construit leur produit. En gros, au début, le mec, ils avaient fait app gratis. Ouais. D'ailleurs, Mathieu, il avait bossé en stage chez eux. Et donc, ils ont fait app gratis. Et app gratis, c'était là où tu pouvais télécharger une application gratuite tous les jours sur l'App Store. Ils se sont fait dégager de l'Apple Store parce que c'était un deuxième Apple Store et c'était interdit de faire ça. Donc, ils ont tèche de l'Apple Store. Et en fait, eux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une expertise, c'était l'envoi de notifications. Parce qu'en fait, sur l'application, ils envoyaient une notification à plein de gens d'un coup. Et du coup, aussi, quand on cherche une idée de startup, il faut se baser sur son expertise. Parce qu'eux, ils savaient qu'ils avaient une expertise là-dedans. Donc, je crois qu'ils avaient, au début, ils étaient partis sur plusieurs produits à faire, ils ont testé. Puis après, très vite, ils se sont rendus compte que celui-ci, en fait, il y avait un vrai besoin. Et donc, ils ont fermé les autres et ils se sont concentrés sur ça. Donc, c'était juste un truc, en fait, pour une petite sorte de customer platform pour envoyer des notifications à tout le monde. Et ils ont build up sur leur expertise qui était d'être capable d'envoyer énormément de notifications à plein de gens et d'avoir de l'infrastructure, quoi. Et aujourd'hui, ça m'intéresserait de savoir si les mecs font du mail, genre, aussi, push peut-être. notification pour les sites. Si. Non, au début, ils ont commencé avec les push à vérifier. Mais maintenant, en fait, il y a tout un dashboard où tu peux gérer tes clients, etc. Enfin, Okay. Puis ils font de l'enterprise. Hein. Ouais. Je crois qu'ils ils sont vraiment partis d'une niche. Enfin, d'une niche. Ils sont partis d'une feature, Ouais, et de laquelle après ils se sont étendus en fait. C'était un SDK en fait au début. Ça, quoi. Okay. C'était juste un SDK que tu pouvais mettre dans ton application mobile et ça te permettait facilement d'envoyer du push, quoi. Intéressant. Et ils ont build comme ça. Et donc en fait, quand on cherche des idées, comme on le disait au début, il faut connaître ses forces aussi, et son expertise. Parce qu'en fait, quand tu pars comme vous en fait, toi tu avais une expertise dans le chat, t'es pas parti de zéro en fait. Donc ça a de la valeur de ouf. Trouve ton expertise et tu restes construit. Un peu comme moi d'ailleurs, moi je savais faire du scrapping. En fait, tout ce temps-là, j'avais rien à apprendre en fait en termes de technologie parce que j'ai très vite pu visualiser comment est-ce qu'on faisait pour pouvoir très vite scraper at scale, tu vois. Ouais. Donc c'est du temps gagné en fait. En fait, t'as un peu tout fait dans le scrapping toi historiquement, donc t'as dû identifier assez vite la bonne méthode pour le faire. Ça fait gagner du temps. Pour accompagner les API. Donc, il faut prendre une feuille de papier, genre noter ses expertises et se dire, ok, ça, je kiffe cette expertise-là, qu'est-ce que je pourrais construire comme problème Enfin, quel problème je pourrais résoudre dans cette expertise. Et là, ça te fait tenir, tu vois.
Donc le focus, l'expertise, tout ça, c'est des trucs importants, quoi. Il faut les Et connaître. tu penses pas qu'aujourd'hui le marché du SaaS est saturé? Non, je En pense fait, pas. enfin, moi, déjà, il y a 8 ans, en fait, quand j'ai commencé, je me disais déjà, en fait, le marché du SaaS est saturé. Et est-ce que c'est pas plus dur aujourd'hui de commencer sur le SaaS? Ou est-ce que le type de logiciel, enfin, le type de SaaS que tu vas faire est un peu différent aujourd'hui de ce que tu faisais il y a 10 ans? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus... Quelles sont les opportunités, en fait, Franchement, aujourd'hui, c'est plus difficile pour plein de raisons. Parce que déjà, imaginons que tu as une nouvelle idée de CRM. Bah déjà, en fait, les CRM, tu en as déjà qui font Ouais. de l'argent à gogo. Et Ouais. pour ranker dans les moteurs de recherche, c'est pas comme il y a en 2012, tu vois. Donc déjà, rien que cette difficulté-là, elle va être plus difficile. D'autant que d'ailleurs, il y a plein de startups, c'est assez marrant, mais qui ont un point d'inflexion à partir du moment où ils ont commencé à ranker en SEO. Et ça leur a tout de suite ramené une tonne de visiteurs, enfin des visiteurs très quali. Et ça, c'est ce qui les a beaucoup aidé. Et ce point d'inflexion, en fait, tu le vois, c'est à partir du moment où ça a commencé à ranker en organique. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est de plus en plus dur de faire un SaaS d'un point de vue marketing. Après, en vrai, quand on réfléchit, il y a tellement peu de gens qui sont connectés à Internet. Genre, c'est sûr, mec, il y a un moment, tu auras 9 humains sur Terre qui sera connectés à Internet. Et ces 9 humains, quand ils sont connectés à Internet, ils vont forcément faire du business, tu vois. Il peut y avoir un avantage aussi d'être local dans un pays, en fait, où le marché du SaaS, il est pas très développé. Parce que toi, tu as un avantage par rapport aux étrangers, c'est que tu as la culture, tu as la langue. Et je parle de vécu, encore une fois, hein, tu t'adresses pas de la même façon à un Français que tu t'adresses à un Américain. Ou un Allemand. Même dans le produit, en fait, nous, on est des peuples qui sont plus latins. Tu vas pas en fait aimer les produits de la même façon dans le design, dans la façon de t'adresser. Un Allemand notamment, effectivement. Non, je pense même dans les Allemands, je pensais ils sont ultra à cheval sur l'identité, Oui, la vie donnée, privée. privacy, etc. Ouais, Genre là-dessus, exactement. Et en fait, en Europe, en européen, il y a un vrai. En fait, on peut vraiment se différencier sur ça. Parce que c'est ce que les Européens demandent, effectivement. Il y a pas mal de vie privée, données, etc. Parce que les boîtes américaines ou autres, en fait, elles sont pas du tout dedans, quoi. Et en fait, il y a un vrai avantage, parfois, de faire des SaaS en fait, qui sont équivalents à des boîtes américaines, où tu fais vraiment passer en avant le Made in Europe, hébergé en Europe. Nous, on est des tu penses que ça Européens, marche, fais attention. Ah oui, oui. Ah oui, si, ouais. Bah, d'ailleurs, Plausible, c'est ça. Hein. Il y a dans le B2B, en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont conscientes de ce problème-là. Elles n'ont pas envie que les données de leurs clients, leurs données en général, partent aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres pays, d'autres juridictions. Et en fait, elles vont chercher quelque chose qui est hébergé en Europe, fait en Europe, qui est contrôlé par une société européenne. Et ça a du sens, hein, ça a du sens. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, que l'AI, ça avait ouvert tout un tas de nouvelles boîtes à créer. Mais la RGPD, c'est pareil. Hein, oui. Parce qu'en fait, quand les RGPD sont sortis, des boîtes comme Plausible, là, qui font de l'analytics, qui est d'ailleurs une très bonne solution pour remplacer Google Analytics, en fait, sans cookies, etc., bah, eux, forcément, ils piggyback sur à la fois le fait que Google Analytics, c'est compliqué à utiliser quand tu veux juste des besoins très simples. Et en plus, eux, comme il n'y a pas de cookies, bah, en fait, t'as plus d'emmerde. Plausible, tu as Simple Analytics aussi, qui est fait par un Européen. Et en fait, ouais, ça a ouvert un marché. Ça ouvre des marchés. Exactement. Donc il faut être observateur en fait de l'actualité et souvent quand on a un problème, bah, ça se trouve, tu as une régulation qui fait que tu vas pouvoir créer un produit autour de ça. Quoi. C'est très équivalent en fait dans le logiciel, on a le gros problème des données dans le SaaS plutôt, parce que Même dans le récit, ouais. tes données elles sont hébergées dans le cloud. C'est un peu l'équivalent que tu peux faire dans la vraie vie, c'est que tu vas dans un magasin de bricolage, typiquement, tu achètes une machine et tu as le Made in Germany. Tu vois, alors que tu sais que c'est fabriqué en Allemagne, tu sais que c'est de la qualité. Bah là c'est pareil en fait dans le software. Et en fait, quand tu vois le Made in France, Made in Germany dans le software, hébergé en France, hébergé en Allemagne, par exemple. Ah, ça, j'y crois pas trop, moi. Tu penses que les gens. En tant qu'Européens, si. Je pense qu'ils se disent, ouais, c'est meilleure qualité qu'un produit. C'est pas une histoire de qualité dans le logiciel, enfin dans le SaaS. Ce qui est important, c'est où est-ce que les données vont pour les Européens. Ouais. Et quand tu vois effectivement le fait en France, enfin fait en Europe, hébergé en Europe, pour un Européen, c'est important. Je faisais juste le parallèle en Même fait. pour un grand groupe. Tu vas dans un magasin de bricolage et l'objet il est fabriqué en Allemagne. Tu te dis, ok, c'est de la qualité. Ouais, carrément. De toute façon, justement, là, ce dont on parle au début, c'est dès que tu veux taper l'enterprise, ça se trouve, ils vont avoir des demandes qui veulent que tous les serveurs soient hébergés quelque part. Donc en fait, c'est pour ça que ça te rajoute de la complexité sur ton infra. Et ça peut te permettre d'éviter de faire du on-premise. Parce qu'il y a effectivement dans l'enterprise, il y a beaucoup de boîtes qui veulent en fait que ton SaaS, parce que la force du SaaS, c'est que tu héberges tout et tu vends le service. Et c'est simple, ton logiciel, il n'est pas dispatché en fait sur plein de serveurs, il est sur tes serveurs. Tu n'as pas d'histoire de licence à gérer, etc. C'est tu payes au mois ou à l'année et tu as un accès sur un logiciel où les données elles sont dans le cloud. C'est simple pour toi, c'est simple pour le client. Mais certaines grandes boîtes, grosses sociétés, elles ont des besoins, c'est genre d'avoir leur propre serveur avec ton logiciel qui tourne dessus, le on-premise. Ça, à un moment, tu es obligé d'y passer quand tu fais de l'enterprise, mais sauf si tu proposes en fait des juridictions. Typiquement, tu as des serveurs en Europe, une boîte à l'européenne, elle va pas forcément, ça va lui aller en fait d'utiliser un SaaS en fait où les données sont en Europe. Elle veut du on-premise, mais c'est pas grave, les données sont en Europe.
C'est un avantage aussi pour ça. Et on est un peu vu en tant qu'Européens, on a un énorme avantage sur ça, c'est que même les boîtes à l'étranger, en fait, on est de facto le continent de la vie privée, tu vois. Et en fait, du fait d'avoir tes serveurs en Europe, tu parles à tout le monde sur la planète entière. Donc t'es pas obligé d'avoir des serveurs Ouais, tu dis la en contrainte. Inde, en Australie, etc. T'as les serveurs en Europe, on sait que c'est solide, quoi. Ouais, C'est du feeling, c'est de la psychologie. C'est les important. Américains, je pense, ils s'en foutent, mais effectivement, je pense qu'un Néo-Zélandais ou un Australien, etc., il sait je pense qu'il préférera au choix Ouais. que avoir. Mais bon, après, là, on est vraiment dans. En tout cas, ce sera jamais un critère de différenciation au début d'une boîte entre deux boîtes qui démarrent, tu vois. Non, c'est le produit qui fait foi. Ouais. En revanche, c'est l'un des L'expérience critères. utilisateur aussi, C'est c'est l'un des clé. critères, l'expérience utilisateur. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau où, tu vois, t'as Apple qui est arrivé sur le logiciel, sur le matériel, mais notamment sur le logiciel, ils ont mis un standard. Et les gens, ils étaient là dans le standard. Apple, ils étaient là. Là, les 10 dernières années, en fait, tout le monde est là, en fait, au niveau d'Apple. Et en fait, t'as plus le droit, en fait, de faire un logiciel qui est substandard. Ouais, même c'est facile hein. de faire aujourd'hui du logiciel, du design, etc., qui est standard Apple. Tu vois, aujourd'hui, c'est une commodité. Tu vas sur Dribbble quand tu veux designer quelque chose, t'as plein d'exemples de choses qui sont bien faites. Dribbble, qui est un site qui permet aux designers de partager leur design. Ouais, leur travail, quoi. C'est important en tant que designer d'avoir de l'inspiration. Parce que toi, quand tu es sur une page blanche sur Figma ou sur Sketch, bah, tu as besoin d'idées et tu as besoin de te mettre au niveau. Donc ça, on n'avait pas en fait ça il y a quoi, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui est arrivé il y a 10 ans, ça. Ouais, tu regardes tous les boîtes sur Product Hunt, elles ont tous des très belles landing pages pour ceux qui sont dans le haut. Après, je pense qu'il y a aussi. Faut pas non plus mettre la barre trop haut au début. Le plus important, c'est de démarrer. Et ta landing page, tu itéreras au fur et à mesure. Oui. En fait, faut pas tomber dans le piège de genre, vas-y, je construis mon truc, ils vont tous venir. De toute façon, je fais tout parfait. Parce que par exemple, même moi, ma landing page, mec, j'ai dû la refaire genre 20 fois. C'était un peu too much d'ailleurs, mais il faut se dire qu'au début, tu n'as rien de spécial en fait. Ce qui importe, c'est la valeur, c'est ce que tu fournis au client, quoi. Ta proposition de valeur. Quel que soit le design. Le design, c'est le côté, c'est la fierté, quoi. C'est ce qui va te différencier. C'est ton identité aussi. C'est ton identité. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas faire les choses trop salement non plus en les sortant comme ça du jour au lendemain et en itérant trop vite et en testant. Mais en même temps, il ne faut pas non plus être perfectionniste. Il faut trouver un juste milieu, tu vois. La vie, de toute façon, c'est des justes milieux entre les choses. Ouais, et surtout aussi, il y a un autre point qui est important, c'est au niveau de l'exécution, quand on démarre, c'est d'être un peu genre malin. Par exemple, j'avais entendu une histoire qui m'avait bluffé, c'est le mec de NoCRM. En fait, quand il a commencé, si tu veux, en fait, NoCRM, c'est un outil qui permet de pouvoir, et d'ailleurs qui n'a pas une landing page incroyable, et ça l'empêche pas de faire beaucoup d'argent, mais il te permet de... C'est un CRM très très simple pour les sales. Oui. Genre, tu peux... c'est plus rapide de rentrer une lead que de l'écrire sur un post-it, tu vois, c'est un peu leur proposition de valeur. Et en fait, eux, pour voir s'il y avait un problème avec les CRM, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une landing page avec genre un champ. Est-ce qu'il y a un problème avec les CRM, etc. Blablabla, ils expliquaient leurs problèmes et comment ils allaient les résoudre. Et en fait, ils ont fait de l'AdWords dessus et pour s'inscrire, en fait, tu devais remplir ton email. Et ils avaient un taux de transformation, je crois, quasiment de 13 à 14%, peut-être même plus. Et il y avait quasiment un utilisateur sur 9 qui mettait son email. Incroyable. Et ce qui est très très haut même pour de l'AdWords. Et donc c'est là en fait qu'ils ont réussi à plus ou moins vérifier que leur problème avait un besoin grâce en mettant très vite une landing page sur le marché en faisant de l'AdWords dessus. Donc et pas besoin d'avoir un truc extraordinaire au début. Par contre après effectivement moi je sais que de toute façon tu le vois au support. Quand les gens ils commencent à te faire des compliments sur ton design, toi ça se voit que tu es sur Mac ou soit ça se voit que tu es UX designer par exemple, c'est parce que tu sais que tu as fait l'effort en fait de créer un produit simple. Et ça, c'est un vrai impact sur le long terme. Parce que si tu as une bonne expérience utilisateur, tu vas avoir plus de gens qui vont comprendre la valeur et du coup, en termes de rétention, ce sera beaucoup mieux. Et si tu as une meilleure rétention et que les gens ils comprennent tes propositions de valeur, tu vas avoir un meilleur bouche à oreille aussi. Et du coup, ton produit, il va se prêter plus facilement parce que les gens, ils ont compris en fait. Même si le mec, c'est pas la cible, le fait qu'il ait compris à quoi sert ton produit, ça se trouve, il va rencontrer un mec à un meet-up et il va en parler, tu vois. Ouais, exactement. Donc, pour moi, le design, c'est juste le icing on the cake. C'est vraiment le cherry on the cake. C'est le truc. C'est le truc qui te différencie, qui fait que... Après, moi, nous deux, en fait, on a un profil qui est très particulier parce qu'on est des développeurs, designers. C'est que, par exemple, je vais prendre le cas d'une boîte qui fait de l'hébergement, tu vois, genre, qui héberge des serveurs. Si le design du site et du dashboard est tout pété, bah, je vais pas faire confiance à la qualité derrière du service, quoi. Et le design aussi, la trust, mais oui, bien sûr. Exactement. Si un objet, en fait, est moche, ou tu sais, genre un objet physique est moche, ou genre si c'est le plastique, tu vois qu'il est genre, il fait du bruit, tu sais, quand tu touches. Tu vas te dire, ok, bah, l'électronique qui est dans l'objet, elle est pas bonne. Alors qu'en fait, elle est très bien. Et en fait, ça, c'est important. Et c'est quelque chose que typiquement les boîtes américaines ont connu très très vite, ça, dans l'histoire de l'informatique. C'est que parfois, c'est plus important d'avoir un beau site que d'avoir un beau dashboard derrière, ou un beau produit. Et ça, les Américains le font très bien.
Mm. Mais ça, c'est quelque chose qui vient après, quoi. Ouais, il y a un temps pour tout. Ouais. Et tu recommandes, quand tu veux faire un SaaS, en réalité, de savoir coder un peu? Ou, Je pense que je suis biaisé. Je vois pas mal de personnes qui commencent des produits en no-code. Moi, le no-code, j'ai jamais Ouais, j'en ai vu un je vais être d'ailleurs. honnête, j'ai Il a, jamais il a fait un essayé. SaaS. Il avait fait un SaaS avec un produit no-code et j'étais assez bluffé, hein. Effectivement, Ouais, il a fait pas ouais. le truc. Mais c'est sûr, dès qu'on va lui demander un truc edgy, il faudra tout mettre à poil et tout recommencer. Je pense il y a aussi un point important quand on fait un SaaS, et surtout quand on a un cofondateur, quand on a une idée avec quelqu'un, c'est de se demander si on a envie de construire cette idée avec cette personne-là pendant genre plusieurs années. Parce que ça reste quand même toujours encore un jeu de long terme. Et on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a quand même beaucoup de gens aussi qui se fâchent. On en a vu beaucoup. Oui. Donc, en général, la question, tu vois, genre quand toi, par exemple, avec Baptiste, tu as quand même pris le temps et tu as quand même vu très vite que ça allait fonctionner. En fait, avec Baptiste, on s'est rencontrés en école d'ingénieur, donc au tout début de l'année scolaire. Et 6 mois plus tard, on a commencé Crisp. Donc en fait, on se voyait déjà tout le temps, on était potes. Donc on se connaissait déjà bien, on se faisait confiance. Vous étiez potes avant de démarrer le business. Exactement. Je pense que c'est important. Faut pas faire un speed dating de cofondateur et se dire ok, cette personne-là, elle a les compétences pour le faire. Et puis on verra si ça match plus tard. En fait, tu te maries avec ton associé. Ouais, tu te maries avec l'idée, mais tu te maries aussi avec l'associé. Exactement. Aussi, tu vois. Genre c'est un tout. Et tu veux pas divorcer en fait en ayant fait un produit avec du cash. Tu veux pas divorcer 5 ans plus tard, quoi. Du coup, c'est très important de se faire confiance. Il y en a qui se séparent, mais en tout Il y en cas, a qui se séparent, parce que c'est pas 6 mois. C'est pas une situation idéale. Mm. Et vraiment, ton associé, c'est le mec, tu lui files ta carte bancaire personnelle, l'accès à tes comptes bancaires et t'as totale confiance. Tu vois. Tu lui files tout. Même sur le travail aussi. Ouais. Ça, c'est aussi un point. En fait, je pense qu'il faut regarder la confiance au niveau du. Comme tu dis, est-ce que c'est quelqu'un qui va être réglo sur les comptes ou qui, dès que tu vas voir le dos tourner, Genre, il peut faire des signer, dépenses qu'il ne doit pas faire. En gros, pour faire simple, il a ta signature sur son ordinateur. Il est capable de signer les documents pour toi et tu fais totale confiance. Tu sais que le mec va pas te. Tu vas te la faire à l'envers. Ouais. Et aussi sur le travail, je pense que c'est un point aussi à checker important. Est-ce que la personne travaille beaucoup? Oui. Parce que d'expérience, quand tu as un disproportion de travail, quand on a il fait 10 heures et que l'autre il a fait à peine 2 heures, ça c'est bien une journée. Ouais. Si ça dure trop longtemps, il y a un moment, la disproportion fait que le couple pète. Ouais, tout à fait. Non, c'est important vraiment d'être. Genre, quand tu fais des journées où tu codes pendant 12 heures par jour, ce qu'on faisait au début, genre ton associé il code 12 heures par jour, tu vois. Tu partages tout. Et en fait, c'est une histoire d'alignement. Hein. Alignement de la vision, alignement du travail, alignement des valeurs. Et c'est très. En fait, je vais pas mentir, hein, c'est très dur de trouver des personnes avec qui tu serais aligné pour faire une boîte. Déjà, c'est très dur de trouver, en général, une personne qui a une mentalité d'entrepreneur dans la société. Et plus tu grandis, d'où l'importance de baigner dans les écosystèmes aussi pour Exactement. multiplier ces rencontres-là. Par exemple, nous deux, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. Baptiste et moi, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. Dans les classes d'école d'ingénieur, combien d'entrepreneurs, de personnes avec de la mentalité entrepreneuriale, en fait, tu trouves autour de toi? Bon, à l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus. Parce qu'en fait, à l'époque où on a commencé, nous, l'entrepreneuriat, on était les mecs bizarres, tu vois. Non, c'est pas quand ils étaient des mecs bizarres, c'est que les gens, ils voulaient pas prendre de risques. Ils voulaient pas prendre de risques. Tu vois, c'était leur diplôme. Ouais, On avait beau leur montrer. C'est. Ouais. Mais après, ouais. Ça, c'est un autre point important, c'est-à-dire que au moment où tu as ton idée, de toute façon, il faut partir du principe que personne ne va te prendre au sérieux. Ouais. Genre, la plupart des gens, ils vont te dire c'est cool, c'est bien, mais personne ne te prend au sérieux et c'est pas grave, en fait, ça fait partie des cartes au début. Et il faut continuer à avancer, il faut continuer à itérer sur son idée et surtout, c'est pour ça qu'en fait, si tu kiffes pas ton idée, tous ces petits trucs-là où tu vas être secoué, tu vas lâcher direct en fait. Ouais. Alors que si tu es convaincu, ok, ça c'est un truc, c'est une mission qui est forte pour moi, c'est ce que je veux faire du reste 10 prochaines années. En fait, on n'a rien à branler que les gens ils disent que c'est du flan ou que ça va pas marcher. Tu vois. Non. Tu vas continuer à tirer. De toute façon, tu auras un chemin de vie qui sera vraiment radicalement opposé à toutes les personnes que tu côtoies autour de toi. Quand tu commences dans des communautés qui sont assez diverses en termes de parcours, etc. Parce qu'effectivement, on ne vit pas dans une société où on est entouré d'entrepreneurs, donc on est forcément des personnes bizarres, il faut l'accepter. Et c'est pour ça que je disais, c'est très dur de trouver des personnes qui sont comme toi. L'école, en fait, c'est quand même quelque chose qui est privilégié pour rencontrer des personnes très jeunes. Parce qu'il y a comme une notion pour rencontrer son cofondateur qui est importante. T'as pas de problème d'argent aussi? T'as pas de problème d'argent, tu es prêt à tout, tu n'as rien à perdre. Quand tu commences à chercher un cofondateur, un associé, je dis pas que c'est impossible, je l'ai jamais essayé, mais à partir du moment où tu as une personne avec toi en couple, des enfants... Exactement, c'est là où je voulais venir. Ouais. Je pense que c'est possible, les gens sont... mais c'est beaucoup plus dur parce que les gens ont toujours des choses autour de toi à perdre. Ouais, ils prendront moins de risques, et on les comprend en vrai. C'est une chance que je ne comprenais pas à l'époque, par exemple quand je voyais des vidéos de coups d'État, où on disait profitez-en, là, vous avez 20 ans, vous avez 23 ans, vous n'avez rien à perdre dans votre vie, vous avez tout à gagner. Profitez-en pour prendre des risques. C'est vrai en fait.
Parce que plus tu commences à avoir des ressources autour de toi, genre un prêt, etc., tu as des choses à perdre, tu vois. En fait, moi j'aime bien cette phrase-là, faut prendre des risques, mais il y a aussi un autre truc qu'il devrait dire, c'est que construis-toi ta discipline. Et Genre, on sera honnête, faire du software dans le SaaS, tu as besoin d'un MacBook, du temps. ouais, c'est pas du hardware. Ouais. C'est pas prendre des risques. Enfin, Bah si, c'est prendre des risques, mais c'est pas sur du ton hardware. sur ton temps, tu fais des sacrifices dans ta vie, tu vois moins tes potes, tu peux pas tenir Tu ta perds des années, copine, tu perds des salariats, Ouais. mais bon, c'est pas. tu peux pas tenir un couple, parce que t'as pas, en fait, t'as juste plus le temps mentalement, tu vois, de gérer toutes les choses normales dans la vie, tu vois. C'est un sacrifice dans sa vie. Il faut le faire si tu veux réussir. Mais il faut savoir que c'est un sacrifice, quoi. Mais c'est pas prendre des risques pour moi. Non, tu es sûr que t'es pas en train de mettre en hypothèque ta maison et de mettre tes enfants dans la merde, ça c'est sûr. Le monde du hardware en entrepreneuriat, par contre, est Ouais, c'est un bien game. plus difficile. Ça c'est que- eux la Ligue des Champions. Ah donc. ouais, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Genre, c'est pour ça, je pense même, tu vois, si on. Enfin, j'allais dire, c'est vrai que tous les métiers un peu genre dropshipping, etc., tu vois, genre, ok, je vais pas dire que c'est simple, mais je veux dire que c'est moins difficile que de faire un SaaS. Mhm. Par contre, le hardware, tu vois, eux, c'est carrément encore plus dur que faire un SaaS, tu vois. Tout à fait. Bah, par mes expériences, pendant le Covid, avec mon associé et puis d'autres personnes, on a conçu un ventilateur, un respirateur qui est open source, qui s'appelle le Maker. C'est un projet qui a coûté tellement cher, on a eu des financements, mais je me suis dit, on était dans une anomalie qui était le Covid, donc où tout le monde en fait était en mode bon soldat. En fait, on s'est regroupé avec des ingénieurs en électronique, en mécanique, des personnes en software comme moi, comme Baptiste. On s'est regroupés tous ensemble, on était une trentaine, physiquement sur site, et on travaillait tous ensemble. Et ça marchait bien. On est des personnes qui ne se parlent pas normalement dans la vraie vie, parce qu'en fait on ne travaille pas ensemble. On a des cultures très différentes. C'était une anomalie, tu vois. On a réussi à faire un produit hardware, un respirateur en 2 mois. Aujourd'hui, tu remets ça en mode je veux faire une entreprise. Bah déjà, ça te coûte 1 million d'euros de refaire la même chose. Tu dois payer les salaires des gens, parce que tu dois embaucher des ingénieurs en électronique, etc. Nous, on n'avait pas à le faire. Des ingénieurs électroniques voulaient le faire bénévolement, tu vois. Nous, on était bénévoles aussi. Et c'est là que je me suis dit, putain, ouais, c'est la Ligue des Champions, comme tu dis, le hardware. Et c'est une grande chance qu'il faut saisir dans le SaaS, en général. C'est quoi, t'as besoin de manger, t'as un MacBook, t'as une connexion Internet, t'as un toit, c'est bon. Exactement. Je pense qu'on peut conclure, du coup. Oui. À mon avis, le point le plus important, en tout cas pour moi, c'est pour avoir des idées, il faut rester en mouvement. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Il faut être résilient, il faut avancer chaque jour par petits pas. Et je pense, je sais pas s'il y a des sujets, toi, que tu aimerais bien aborder dans les prochains épisodes du podcast. S'il y a genre le Valérian d'il y a 20 ans, quel serait le type de sujet qu'il aimerait bien. Je pense qu'il y a quelque chose où j'aurais fait beaucoup d'erreurs si je n'avais pas Baptiste, typiquement, c'est sur les choix techniques pour Crisp. Donc un sujet peut-être... C'est très personnalisé, ouais. Puis en plus, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps, mais peut-être quelques notions techniques. Comment est-ce que tu architectures la partie serveur, par exemple, sur ton SaaS, quand tu as notamment, comme nous, des contraintes de scalabilité. C'est-à-dire que beaucoup de connexions entrantes avec des utilisateurs qui sont potentiellement gratuits. Comment est-ce que tu réduis le coût par connexion? Donc ça, c'est un sujet. On n'a pas levé de fonds, donc je peux pas te dire que c'est des parties sur le financement. Ouais, moi, je pense que ce serait intéressant d'interviewer des personnes sur le financement de ta boîte. Parce qu'il y a quand même des domaines, par exemple des domaines qui peuvent être réglementés. J'en sais rien, tu fais une boîte dans la santé, même si c'est du software, ça va être un peu plus coûteux que de faire ce que nous deux on fait au début. Donc là, il y a peut-être besoin de financement. De la R&D, certaines boîtes. Hein. Voilà, de la R&D, tu fais de l'AI, mais tu veux faire quelque chose d'un peu plus poussé que ce que tu trouves en open source sur des sites, par exemple comme Hugging Face, dans le monde de l'AI. Tu auras des coûts, tu auras besoin d'embaucher des personnes assez tôt, qui sont salariés, besoin de financement. Il y a peut-être un sujet effectivement sur le venture capital. Et on connaît tous les deux tout un tas d'entrepreneurs effectivement qui ont fait du logiciel, mais qui dans leur marché ont eu besoin de venture capital. Ouais, je pense que ça peut être le prochain épisode, on pourra le faire sur comment en fait trouver les fonds pour passer de 0 à 1 sur sa startup. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal pour le coup. Il y a plein de voies possibles. Ouais, il y a plein de voies possibles et ce serait intéressant de les énumérer et de voir un petit peu avec des exemples quel type de chemin convient le plus en fonction de l'exécution qu'on a à faire et les produits qu'on fait. Quoi. Ouais. Peut-être comment rester motivé aussi en tant que solo founders ou ça peut être un bon sujet, ouais. La communauté, peut-être qu'on peut expliquer nos histoires respectives sur ça, nos expériences. Parce que la motivation, franchement, c'est un point clé. Hein. Ouais. Si t'es pas motivé, la résilience. La résilience, c'est ça. Ce qui importe, c'est la productivité, c'est ton rendement à la journée, en fait, quand t'es seul. Parce qu'il faut admettre que tu fais le travail de 10 personnes, quoi. T'as plusieurs chapeaux, ouais. T'as plusieurs chapeaux. Et il faut que chaque heure dans ta journée soit optimisée. Et ça, c'est vraiment... je pense qu'on l'a vécu tous les deux. Et pas de burn-out, surtout. C'est très facile de se flinguer. Il y a un design, en fait, de tes journées, de ta vie en général, qui est optimal pour ça.
Et je pourrais expliquer tout un tas de cas concrets en fait, sur mon expérience, Carrément. sur la tienne. On pourrait faire ça, du coup, ouais, un épisode sur ce sujet-là. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à vous abonner et à nous envoyer un message aussi sur LinkedIn si vous voulez rejoindre le Discord de SaaSmaker. Il faut juste avoir un SaaS par contre pour rentrer dedans. Et si vous avez des sujets également que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.